la blessure, ça a lieu la plupart du temps sur des modalités très dynamiques, très rapides dans le sport. Pas toujours, bien sûr, mais souvent c'est ça. Et quand tu te blesses, qu'est-ce que tu ne peux plus faire du fait que tu as mal? C'est surtout ces choses-là. Quand tu te blesses, que ce soit une lésion ligamentaire, une lésion musculaire, une lésion tendineuse ou autre, tu vas surtout être limité sur le fait d'exprimer des mouvements de grande amplitude, avec de la vitesse, etc. Et c'est ça qui est limite le plus intense. Ça, c'est important de le rappeler. Comme quoi, limite, déjà faire un sprint, ça peut créer beaucoup plus de contraintes mécaniques que faire un Romanian deadlift Oui. super lourd, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que là, pareil, c'est un petit aparté, mais petit rappel de base, mais la force mécanique, enfin, en physique, c'est la masse fois l'accélération, donc forcément, plus il y a d'accélération, plus tu produis de force, et donc les Mm. contraintes sont beaucoup plus Puis importantes. si en plus tu mets ça en relation par rapport, et on en avait parlé dans le podcast sur la capacité à la contrainte, avec les organisations purement articulaires et mécaniques, si tu contrains en plus les muscles sur des grandes longueurs musculaires ou quoi, bah, tu rajoutes encore plus de contraintes, donc tu rajoutes encore... enfin, ajouter ça avec la vitesse, l'accélération, etc. En fait, les contraintes subies par le muscle sont assez exponentielles, et c'est là généralement où tu crées la blessure, que ce soit au niveau musculaire ou que ce soit au niveau tendineux. Quoi. Et donc le but de notre réathlétisation, ça va être évidemment, on a perdu ça, on s'est blessé, on a mal, on a perdu de la fonction musculaire, articulaire, tendineuse, quelle qu'elle soit. Ça va dépendre évidemment de la blessure dont on parle, mais le but de la réathlétisation, ça va d'être non seulement de revenir. Alors il y a plusieurs notions, après il y a la notion de return, tu sais, les return to play, les return to performance. Ouais. Il y a le retour au terrain, il y a le retour au jeu, le retour à la performance, mais moi je vois plutôt ça comme le but, c'est pas de revenir au même niveau qu'on avait avant, simplement c'est de devenir même encore meilleur que ce qu'on était, parce que Mm. globalement on se serait pas blessé. Enfin, le niveau, quelque part tu te dis mon niveau de capacité que j'avais était insuffisant, sinon je me serais pas blessé. Donc il faut que je développe, je retrouve non seulement le niveau que j'avais avant, mais même mieux. Il faut que je développe des capacités qui soient encore meilleures. Et donc, quand tu te blesses, c'est là où je veux en venir, c'est que tu n'es plus capable de faire ces choses très dynamiques, quel que soit. Tu as fait une lésion musculaire, ligamentaire, tendineuse, tu vas pas sprinter le lendemain de ta blessure. Tu vas pas faire des sauts de fou, etc. Des choses très intenses, très dynamiques le lendemain. Ça c'est du bon sens. Mais du coup, la réathlétisation va devoir se construire sur des modalités spécifiques pour retrouver de la fonction au niveau du tissu qui a été lésé, et pour retrouver de la capacité et progressivement reprendre les activités qu'on pratiquait, et progressive, donc spécifique et progressive, dans les sollicitations. Et là où on va parler d'isométrie, c'est que justement c'est de l'autre côté du continuum. D'une part, on a la pliométrie qui est constitutive de la plupart des sports, donc quelque chose, enfin des mouvements qui vont être à haute vitesse et qui vont induire beaucoup de contraintes. Et de l'autre côté, on va avoir l'isométrie où là pour le coup il n'y a carrément pas de vitesse vu qu'il n'y a pas de mouvement, et là où ça va être très différent. Donc ce dont on voudrait parler, c'est de l'idée que quand on a une réathlétisation, d'une manière générale, ça peut donner une guideline, un peu une application pratique. L'isométrie, on va l'utiliser en première intention. Mm. Et d'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, mais quand on arrive à définir un peu le mécanisme de blessure, qui était l'excentrique rapide ou la plio à très haute intensité, et qu'on est capable de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire à l'isométrie, puisqu'il n'y a pas de mouvement, donc globalement les contraintes exercées sont bien moins importantes. Après, il y a juste un peu de bon sens pour se dire ce qu'il y a au milieu au final, parce qu'on pourrait se dire, bah, ok, juste après l'isométrie, bah, je peux juste remettre un petit peu de concentrique et d'excentrique, donc du mouvement classique comme on a l'habitude à la salle de sport. Puis après, on peut se dire, bah, juste après, il va falloir que je fasse peut-être de la pliométrie à basse intensité. Et après, il faudra que je retourne à mon sport. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le four stage process. C'est le retour au sport en 4 étapes. Et globalement, c'est un schéma qui est classique et en fait qui coule de source un petit peu, puisque on a la finalité. Donc vraiment le mouvement dans lequel on cherche à augmenter la capacité, ce sera la finalité. On a le début qui va être l'isométrie, et c'est la thématique du podcast pour le coup. Et puis après, au milieu, on va calquer, on va progressivement augmenter la contrainte, progressivement augmenter la vitesse de mouvement, etc. pour revenir à la qualité. C'était juste pour tisser un petit peu ce continuum entre Ouais, les en deux. fait, Quoi. ça part de l'analyse, en fait. Ça part de l'analyse
de l'activité et des contraintes, qu'est-ce qui en crée le plus, qu'est-ce qui en crée le moins, et il y a quoi entre les deux. Ouais. Et du coup, à partir du moment où on va être progressif là-dessus, après ça te fait un peu comme une pyramide, où là tu vas agencer les différents régimes de contraction, tu disais isométrie, excentrique, concentrique, et du coup la plio à la fin. Après évidemment, bon là on va pas parler de ça, mais ça c'est une erreur que j'ai pu faire par le passé ou Ouais. qu'on fait, c'est de se trop dire, segmenté. c'est de segmenter en fait. Ouais, C'est bien de se sûr. dire, ah tiens, la plio, elle vient nécessairement beaucoup plus tard. Mais c'est Et bien en- d'avoir un cadre, tu vois. Voilà, Quand même de ça se dire, permet ça permet de mieux comprendre, ça permet de, mais au final aujourd'hui, tu vois, avant j'aurais pu me dire tiens, tu fais de l'iso, après tu fais du travail excentrique concentrique, après tu fais, on va prendre un exemple très simple, une tendinopathie d'Achille, qui est l'exemple, enfin, de tendinopathie le plus courant. Bah c'est tu te la- dis tiens, je vais faire de l'isométrie sur le mollet, le solaire, les gastrocnémiens, donc qui sont les muscles des mollets. Après on ferait de l'excentrique concentrique, donc avec des relevés de mollets, des trucs comme ça. Et seulement après on fait de la plio. Alors qu'en fait, C'est désadapté, ouais. alors que tu peux déjà faire de la plio extensive pour le coup à très basse intensité mais plutôt sur du volume euh, assez tôt au final dans la réathlétisation et tu peux limite mêler la pliométrie avec l'isométrie. Après, c'est juste une gestion des paramètres aussi, la raideur du sol, si tu prends des chaussures ou si tu prends pas de chaussures, la hauteur des sauts, la compliance du saut. Enfin, tu peux gérer plein de trucs et te dire, au final, même si j'intègre la pliométrie au début de ma réathlétisation, bah, ça peut être à une intensité qui est tellement moindre, mais qui sollicite quand même les qualités élastiques, bah, que je vais Exactement. maintenir cette qualité-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, Parce c'est des choses qu'on voit dans nos formations, hein, si ça vous intéresse. Je crois que toi, tu avais fait un truc, Sur pied d'attaque, ouais, pied j'avais fait d'attaque. ça. Pied d'attaque, et moi j'avais fait une formation Achille d'acier. spécifique, ouais, Achille d'acier, ouais, sur la tendinopathie d'Achille. Donc, ouais, on rentre vraiment dans ces détails-là. Et voilà, donc ça, c'est juste pour donner une idée de. Je me blesse généralement sur les modalités de contrainte qui sont les plus importantes, qui sont en haut de la pyramide, on va dire. Et la réathlétisation va commencer sur la base de la pyramide, qui est donc l'opposé, en fait. En fonction de la blessure, ça va dépendre, mais il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc, la première chose que tu peux toujours faire, c'est au moins ça, quoi. C'est au moins l'isométrie. Donc, déjà, il y a cette notion. Que c'est le truc le moins contraignant, l'isométrie, par rapport à tout le reste. Donc c'est forcément ce qui vient en premier. Après, ça dépend évidemment du contexte. Des fois, c'est pas. Enfin, je veux dire, tu peux avoir une blessure avec une réathlétisation qui est pas très grave, pas très importante, ou pour le coup, tu peux tout de suite mettre d'autres modalités, pas forcément Ouais. faire que de l'isométrie. Ça va vraiment dépendre. Mais ouais, donc il y aura cette première intention parce que c'est moins contraignant. Maintenant, il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles on pourrait utiliser l'isométrie. Tu vas en parler peut-être un peu. Diminution de la douleur, hein, je vais te laisser sur la diminution de la douleur. Ouais, l'effet analgésique, le fait que ce soit facile à mettre en place et qu'il n'y ait pas vraiment de risque Ouais. parce que... Bah, sur le fait que ce soit facile, ouais, c'est vrai que bon, on avait même parlé sur l'autre podcast, mais par exemple, on avait parlé de la distinction entre l'isométrie yielding et l'isométrie overcoming. Donc ces deux modalités-là, et franchement, je t'invite à aller voir l'autre podcast parce qu'il Si tu l'as pas vu, ouais. il était quand même intéressant. C'était plutôt sur la partie performance, mais il faut se dire qu'il y a quand même du transfert aussi sur la partie réathlétisation. Et globalement, si par exemple en début de réhabilitation, tu décides d'utiliser une modalité en isométrie, tu peux facilement donner à une personne de l'isométrie overcoming, donc de surpassement, où en plus cette personne-là, elle sera capable d'autoréguler l'intensité de la contrainte, l'intention de la contrainte, puisqu'au final, l'isométrie overcoming, c'est vraiment tu pousses contre un objet ou alors tu tires sur un objet qui est indéplaçable. Donc globalement, ça, c'est un avantage de l'ISO sur le début de la réathlétisation, c'est que tu peux gérer toi-même l'intention et l'intensité, donc toujours être sous comment Soit un seuil de douleur ouais, sous un seuil de douleur ou dans une perception qui reste bonne de l'intensité. Et ça c'est hyper bien à mettre en place. Après, c'est super facile, l'isométrie overcoming, tu peux en faire quasi partout. Si tu as un minimum inventif, tu peux assez facilement augmenter l'intention. Et puis, il y a très peu de demandes techniques, c'est-à-dire que la personne elle n'a pas besoin de faire du concentrique excentrique, et au début c'est hyper bien de pouvoir le faire de manière régulière, donc journalière, et aussi dans des conditions qui sont faciles à mettre en place. Et après effectivement tu as le bénéfice de la diminution de la douleur. de l'analgésie, ouais. Alors là, c'est
c'est assez spécifique. En tout cas, les papiers, la littérature scientifique est assez spécifique sur les tendinopathies, il me semble. Surtout la tendinopathie patellaire en plus. Ouais. Ouais, Après, mais le reste, c'est peut-être moins vrai sur des, Achille, ouais. sur des, je sais pas, des lésions ligamentaires, sur des, Ouais. des lésions musculaires ou autres. Maintenant, le principe reste le même, mais l'idée, c'est que il y a une analgésie de l'isométrie. L'analgésie, c'est quoi? C'est la réduction de la douleur, parce qu'il y a une différence, tu sais, entre antalgie et analgésie. Il me semble que l'analgésie, c'est quand tu réduis la douleur directement au niveau du cerveau, alors qu'un l'antalgie, c'est plutôt au niveau périphérique. Ok. Là où je crois, on va dire que par exemple, c'est quand ton médecin te prescrit par exemple des anti-inflammatoires et que ça va réduire l'inflammation au niveau périphérique, là où il y a une lésion, on va dire effet antalgique et pas analgésique parce que ça va réduire la douleur Ouais, ok. à la périphérie. Je crois que c'est ça. Hein. D'ailleurs, si c'est pas ça, n'hésite pas à commenter et à nous le dire Je dis des conneries. qu'on a tort. Mais il me semble que c'était ça la différence entre analgésique et antalgique. Et donc, l'analgésie, c'est vraiment on va réduire la douleur directement en inhibant des choses au niveau du cerveau. Et en fait, l'isométrie, c'est hyper intéressant parce que, en tout cas, sur les tendinopathies, sur le reste, soit on manque assez de données encore aujourd'hui, je pense on sait pas trop, mais en tout cas sur les tendinopathies, ça permet de réduire la douleur à court terme pour plusieurs raisons en fait. La première raison, c'est parce que l'effort que tu vas produire à travers l'isométrie va te permettre de produire en fait des opioïdes endogènes qui sont des substances antidouleurs directement que tu produis au niveau du cerveau. Il va y avoir une diminution de la sensibilité centrale parce qu'en fait ton système nerveux, on va pas rentrer dans les détails de la douleur parce que c'est un phénomène qui est très complexe. On pourrait d'ailleurs en faire peut-être à l'avenir d'autres podcasts, tellement il y aurait de choses à dire là-dessus. Mais la douleur qui est un phénomène très complexe qui ne dépend pas forcément d'une lésion au niveau d'un tissu, mais qui peut s'exprimer. La douleur, c'est une expérience que le cerveau produit et qui va dépendre de plein de paramètres. Il faut se dire qu'en fait, ton système nerveux, il intègre plein de signaux qui vont activer, inhiber, et il fait un peu la synthèse de tout ça pour produire ou non un signal de douleur. Et justement, il y a des choses qui vont sensibiliser ton système nerveux à produire un effet une expérience de douleur, ou à l'inverse, à diminuer cette sensibilité à la douleur. Et justement, l'isométrie va diminuer cette sensibilité centrale qui fait que il sera moins sensible aux signaux activateurs de la douleur. Donc ça, c'est une chose aussi. Il y a l'inhibition par les voies descendantes, parce que la douleur, il y a des voies ascendantes, des voies descendantes au niveau du système nerveux, de la moelle épinière, tout ça, et ça va permettre d'inhiber des voies descendantes de la douleur. Voilà. Et puis il y a aussi évidemment l'augmentation du seuil de la douleur, parce que ça c'est d'une manière générale avec l'exercice physique, plus tu t'exposes à un stress, à une contrainte, et ça c'est l'hormèse quoi, c'est d'une manière générale, c'est un principe global mais physiologique. Mais là c'est pareil avec la douleur, plus tu t'exposes à une douleur progressive etc., et moins tu y es sensible. Je crois que d'ailleurs c'est les athlètes d'endurance qui ont le plus haut seuil de douleur, il me semble. Je sais pas plus. trop. Je sais pas, mais ça augmente pas mal le seuil de douleur. Mais du coup, l'isométrie va agir de ces différentes manières-là. Non seulement va y avoir un effet analgésique via des substances directement au niveau du cerveau, les opioïdes, qui vont diminuer la douleur, une moindre sensibilisation, un seuil qui est plus haut, enfin bref, tout ça, ça va jouer sur le fait que tu as moins mal. Donc ça, c'est cool avec l'isométrie. C'est une contrainte qui est basse. Tu peux, et c'est pour ça que j'avais fait un post. C'est une contrainte qui est basse, que tu peux moduler pour la rendre plus compliquée. Que tu peux moduler, et la rendre très intense même. Parce que là, on avait vu dans le dernier podcast, mais là, on dit que c'est une contrainte qui est basse intensité, longue durée, etc. Mais on l'a vu, par exemple, sur de l'overcoming, où tu peux augmenter la vitesse de développement de la force par l'isométrie. Donc, ça peut devenir une modalité qui est plus contraignante. Et d'ailleurs, en réathlétisation, tu as plutôt intérêt justement de... Et c'est vers ça qu'on va aller. Hein. Et que tu vas aller, mais c'est vrai qu'au début, de base, l'isométrie, tu peux en faire une modalité hyper simple et hyper plus basse intensité. C'est vrai que ça peut être, en fait, c'est vrai que, en fonction de la douleur, mais ça peut très bien être, pour être très pratique, une isométrie à 30% d'intention. Là aussi, tu vois, quand on donne les pourcentages, c'est mais comment je sais que je suis à 30%? Bon. Si t'as pas un dynamomètre très spécifique, tu vas et que t'as pas évalué ton max, puis après, ça tu sauras pas. Mais bon, après c'est subjectif. Après c'est sûr que
Tu vois, c'était un peu, ça me fait penser c'est comme les notions de répétition en réserve quand on parlait d'hypertrophie et d'échec. Si tu n'as jamais été à l'échec, comment tu veux savoir les reps en réserve? De la même manière, c'est vrai que pour estimer un pourcentage d'un max que tu n'as jamais testé en termes d'intention, tu vois, tu n'as jamais vécu ce que c'est qu'une isométrie maximale, c'est compliqué d'estimer après moins. Mais bon, l'idée, c'est de se dire, pas très intense. Admettons, tu commences à 30% d'intensité maximale, ou d'intention de ce que tu peux produire si on est sur de l'overcoming, et peut-être à des longues durées, plus d'1 minute de maintien. Et petit à petit, tu vas augmenter le niveau d'intention ou d'intensité et réduire les temps. Et comme on disait dans le dernier podcast qu'on avait fait, tu peux même être amené à faire une isométrie à intensité max de 3-5 secondes, hyper intense, ou ça c'était sur l'overcoming, ou en yielding. Parce que l'overcoming, je prends l'exemple en escalade, tu sais, c'est 4 HP qui mettaient beaucoup de contenu là-dessus, où t'es genre à la poulie avec... comme les pans là, accroché à la poulie, et tu fais un effort de tirage dans l'overcoming en cluster sur 3 secondes là. Donc ça peut être très intense l'isométrie, pas forcément qu'en overcoming, ça peut être en yielding aussi. Tu sais, on parlait beaucoup moins facile à mettre en place, mais ouais c'est clair, mais on parlait tu peux très bien avoir des maintiens de 5-10 secondes super lourds où après tu cèdes en excentrique. Mais voilà, c'est pas, quand on dit isométrie, c'est pas forcément c'est comme tout en fait, on adapte les modalités par rapport à ce qu'on veut. Tout peut être très contraignant comme tout peut être peu contraignant. C'est l'exemple qu'on avait donné sur la pliométrie qu'on peut intégrer en début de réathlétisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire de se dire, je vais utiliser une modalité de plio, mais qui est super basse intensité, genre juste des petits rebonds, par exemple, en corde à sauter, avec des chaussures super maximalistes, avec un sol... Sur du sable. Ouais, sur du... voilà, c'est ça. De l'herbe. Se dire, voilà, là, j'ai vraiment, même en termes environnemental, j'ai géré tous les paramètres pour être certain que l'intensité de la plio, mais ça reste de la plio, est vraiment très basse, quoi. Donc... Et puis le temps qu'on va mettre entre chaque bombe, pour que ce soit plus ou moins raide. Il y a plein de façons de moduler ça, et justement pour aller... parce que souvent, c'est pas forcément évident, là tu parles de plio, mais de se dire comment je vais introduire de la pliométrie, à quel moment, etc. Alors qu'en fait, tu peux très vite, très tôt l'intégrer, si comme tu dis, tu joues sur l'environnement, sur les chaussures que tu portes, et plein d'autres paramètres qui vont minimiser l'intensité. Pour l'isométrie, c'est pareil en fait. Tu peux vraiment régresser, tout comme tu peux progresser. Tu peux trouver une modalité qui soit stimulante par rapport au niveau où tu en es. Alors par contre, en termes de stimulation et la gestion de la douleur, moi ce que j'aime, ça c'est un truc hyper important, mais c'est la règle des 3 douleurs. Moi je parle beaucoup de ça, mais la règle des 3 douleurs où en fait l'idéalement tu vas pas dépasser 2 à 3 sur 10 de douleur pendant ton effort, et par contre tu vas pas tolérer non plus une augmentation de douleur après ta séance et le lendemain de ta séance. Donc surtout le lendemain, parce que des fois tu as des athlètes qui ont eu l'expérience de tellement de douleur sur les précédents mois ou même les années que 5 sur 10 ça devient un peu le quotidien, tu vois. Du coup, tu es obligé des fois de commencer à 5 sur 10 en termes de douleur. Mais par contre, je trouve la règle, surtout des 24 heures après, elle est cruciale. C'est limite le plus important. Ouais. C'est de se dire, est-ce que vraiment le corps s'est adapté ? Parce que globalement, oui, tu sais que tu vas faire expérience d'un peu de douleur le jour de la modalité, mais 24 heures après, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ça, c'est hyper crucial, parce que ça aussi, moi, avec des athlètes que j'ai pu suivre, ou que je suis toujours, mais il y a toujours... en fait non, pendant l'exo ça me fait rien, donc il n'y a pas de douleur. J'ai pas mal non plus après la séance. Par contre je sens que la sensibilité augmente le lendemain, et là c'est déjà un red flag, tu vois. Tu te dis oula, si ma douleur elle augmente, tu vois, c'est ça le principe de la règle des 3 douleurs, c'est de se dire je n'en tolère aucune des 3. La douleur pendant supérieure à 3 sur 10, la douleur après et la douleur le lendemain. S'il y en a une qui n'est pas respectée, il faut se dire que c'est red flag et qu'on a dépassé en termes de tolérance en fait de notre système. Peut-être pas en termes de capacité du tissu à un niveau local, mais en tout cas si la douleur augmente après derrière, la fonction va diminuer, et on va s'engager dans un cercle vicieux. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Il y en a qui peuvent se demander comment doser, et je pense que ça c'est une règle qui peut paraître un peu subjective, mais qui nous guide en fait.